Bonjour Éric Dupond-Moretti. Bonjour Madame Martichoux. Merci beaucoup d'être ce matin sur notre plateau. Je précise, et tout le monde peut le voir, que vous gardez le masque parce que vous êtes cas contact, qu'il faut attendre encore un peu, quelques tests, j'imagine. Testé négativement à 2 reprises déjà, et mes cas contacts, donc je veux être prudent. Pas question que je vous contamine. Merci en tout cas d'être là. Dans quelques instants, vous allez évoquer et même répondre pour la première fois à cette tribune qui barrait la une du Monde, qui est signée par 3000 magistrats. C'est considérable. C'est sans doute un événement. Vous nous direz en tout cas si vous le prenez comme tel et comment vous comptez répondre à cette interpellation. Mais d'abord un mot de la tragédie. Et quand je dis un mot, ça nécessiterait plus que ça. Hier, au large de Dunkerque, 27 hommes, femmes, des enfants peut-être, partis vers l'Angleterre sur une embarcation de fortune type canot pneumatique, sont morts noyés. Les premiers responsables sont les passeurs, a dit Gérald Darmanin sur place. Les passeurs sont des symptômes, pas des causes, disent les associations. Faut-il néanmoins durcir les peines encourues ? Les peines encourues, quand les passeurs agissent dans le cadre d'organisation, de bandes organisées, c'est 20 ans de réclusion criminelle. Rien n'est exclu dans la réflexion qui sera la nôtre. Et dès que je sors d'ici, madame, je vais à Matignon, une réunion importante sur cette dramatique question humaine. La Manche, effectivement, ne doit pas être un cimetière. Nous avons une réflexion commune à mener. Et à l'issue de cette réflexion, je pense qu'un certain nombre d'annonces seront faites. Et vous comprendrez, bien sûr, qu'à cet instant, il est prématuré pour moi d'en dire davantage. Des annonces qui peuvent concerner votre portefeuille, votre... Ça concerne évidemment le ministère de la Justice. Et il y a cette question des passeurs et de la façon dont on les punit. Donc on attend cette réunion à laquelle vous allez. Donc tout à l'heure, elle a débuté avec un de vos représentants autour de Jean Castex. Éric Dupond-Moretti, l'actualité aussi, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une décision qui n'a pas encore été tellement commentée d'abord. Les femmes battues en situation irrégulière seront régularisées si la justice prouve la véracité de leurs accusations. C'est la réponse au fait que les femmes sans papier craignent d'aller porter plainte, de peur évidemment d'en subir ensuite les foudres et l'expulsion. C'est la fin d'une double peine. Non, madame, c'est une situation que j'ai eue, hélas, à connaître lorsque j'étais avocat, des femmes en situation de fragilité, en situation de précarité, ne franchissent pas la porte d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie parce qu'elles ne sont pas en situation régulière. Et donc, de facto, la justice auquel elles ont droit leur est refusée. Et ça, dans le pays des droits de l'homme, pardon de le dire ainsi, c'est absolument insupportable. Et ce que fait Gérald Darmanin, ce qu'il va mettre en place, c'est déjà mis en place au sein de l'institution judiciaire, puisque vous savez que quand une mesure d'éloignement est prise, la mesure d'éloignement, c'est interdire à l'auteur de rencontrer sa compagne qui est victime. Eh bien, la victime, elle est protégée de la même façon, c'est-à-dire qu'elle a un titre de séjour qui n'est pas un titre de séjour définitif, mais durant la procédure, bien sûr, pour qu'elle ait accès à la justice. Nous avons envisagé ça et nous l'avons déjà mis en place. Donc, au fond, ce que fait Gérald Darmanin, c'est d'étendre cette mesure en amont, et c'est une excellente initiative partagée par le ministère de la Justice. À une mesure de régularisation systématique quand les faits seront avérés. Quand les faits, naturellement, seront avérés, bien sûr. Est-ce que vous craignez, par parenthèse, qu'une exploitation puisse être faite, une exploitation politique puisse être faite de cette décision ? Mais peu importe, il y aura forcément une exploitation politique qui sera faite de cela, par la droite dure et par l'extrême droite. D'ailleurs, on a parfois du mal à les distinguer. Est-ce qu'il est anormal qu'une femme ait qu'un enfant, parce que l'enfant, il est victime aussi de violences quand elles sont exercées sur sa mère, et recours à la justice de notre pays. Voilà, la question, elle est simplement posée. Chacun y répondra avec sa sensibilité et son humanité. Et moi, je vous dis comment nous y répondons. Vous aviez dit il y a quelques mois, les bracelets anti-rapprochement ne doivent pas rester dans les tiroirs. Sous-entendu, les juges doivent s'en emparer. Est-ce que, d'une certaine façon, c'est entré dans les mœurs ? Oui.
C'est entré dans les mœurs, oui. Notamment après l'affaire de Mérignac. On a beaucoup discuté de cela et j'ai pris une circulaire combinatoire pour dire utilisez davantage cet outil parce qu'il est magnifique. Mais je dois dire que les Espagnols qui l'ont mis en place ont mis beaucoup de temps avant de s'en emparer. Et c'est normal, parce que ce sont des changements de paradigme, ce sont des changements, comment dirais-je, dans nos habitudes judiciaires. Et maintenant, les magistrats s'en sont totalement emparés. Nous avons une obligation de moyens, c'est de fournir à toutes les juridictions des bracelets anti-rapprochement. Et je dois vous dire que dès qu'un bracelet est utilisé, il est immédiatement remplacé. Nous en avons 676 qui sont déployés aujourd'hui et nous en avons en stock à la chancellerie pour permettre justement à toutes les juridictions d'utiliser cet outil. Vous en avez autant que de besoin, comme on dit. Autant que de besoin, bien sûr, c'est le quoi qu'il en coûte et il est en la matière absolument indispensable. Et j'ajoute d'ailleurs que nous avons de nombreuses alertes. Vous savez, il y a 400 alertes qui nous permettent de dire qu'on a évité des violences. 400 alertes récemment, nous avons 400 alertes. Ouais. Ça signifie quoi? Ça signifie que... Vous avez été alerté 400 fois, ça vous voulez dire? Non, le bracelet anti-rapprochement, vous savez, les forces de l'ordre sont immédiatement alertées dès que l'auteur violent franchit un périmètre qu'il ne doit pas franchir. Eh bien, 400 alertes et les forces de l'ordre interviennent immédiatement. Donc, c'est 400 violences qui ont été évitées et peut-être là-dedans un certain nombre de crimes. Oui. Téléphone grave danger, c'est le même outil pour évidemment protéger cette fois. C'est la femme qui l'a, c'est pas l'homme. Et là aussi, je crois qu'il y en a 3000 qui sont en fonction. Si 3036 très précisément. Ouais. Et nous avons là aussi un stock important de ces téléphones grave danger. On en a budgétisé 5000. Et chaque fois qu'un téléphone grave danger est utilisé, il est immédiatement remplacé. Alors, il y a d'autres outils, entre guillemets, qui sont possibles. Il y a une députée LREM, vous la connaissez peut-être, Marie-Tamarel-Verhaeghe, qui dépose aujourd'hui une proposition de loi pour protéger les enfants victimes oubliées des violences conjugales. Ils vivent un tsunami dont nous n'avons pas encore pris la mesure, dit-elle. Elle réclame deux choses: la suspension de l'exercice de l'autorité parentale pour les auteurs de violences et un statut de victime pour les enfants. Elle a un peu de retard, puisque j'ai signé un décret paru au journal officiel d'hier qui précise justement que les enfants qui sont témoins de violences sont victimes. Parce que quand on est un petit et que l'on est témoin de ces violences, naturellement, ça a un impact considérable dans la construction de l'adulte à venir. Et donc, j'ai dit, pour clarifier les choses, que ces enfants devaient être considérés comme des victimes avec les droits inhérents, naturellement, au statut de victime. Vous avez signé un décret, il a été publié hier et il accorde, vous nous le dites, il accorde un statut de victime aux enfants qui sont exposés à ces violences, qui y assistent, et qui sont parfois orphelins. Quand les violences sont telles que, naturellement, il y a un homicide, l'enfant, il peut se constituer partie civile puisqu'il est orphelin, naturellement. Mais quand il s'agit de violences qui n'ont pas abouti à un homicide, le père qui tabasse sa femme devant le petit, il doit être considéré comme une victime. C'est très bien ce que demande ce député, mais madame, c'est fait. Ces choses, 7 députés, pardonnez-moi, mais c'est chose faite. C'est chose faite. Eh bien, elle en prendra acte. Et elle se battra sans doute sur le deuxième volet, c'est la suspension de l'exercice de l'autorité parentale. La suspension de l'exercice de l'autorité parentale, ça existe déjà, et c'est prononcé très régulièrement par les juridictions. Et d'ailleurs, on voit un nombre très très important de ce type de décision. C'est une augmentation, bien sûr, parce qu'on a pris en considération aujourd'hui cette question centrale des violences faites aux femmes et la façon dont il convient d'y répondre. Accusé d'agression sexuelle dans une enquête de France 2 diffusée ce soir, Éric Dupond-Moretti, c'est Nicolas Hulot qui a tenté hier de déminer la charge. Et il annonce quitter la vie publique, dit-il, je suis écœuré. Je suis condamné, je le cite, à cette mort sociale sans avoir eu les moyens de me juger. C'est son expression, j'imagine que vous voulez dire d'être jugé. Selon lui, les affaires sont pressées. Est-ce que vous, garde des Sceaux, vous êtes interpellé par l'argumentation de Nicolas Hulot? Madame, je n'entends pas la commenter.
M. Hulot dit ce qu'il veut. Je dis une chose et je rappelle une chose. La justice ne se rend pas sur les plateaux de télévision, pas plus que dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que fera le parquet, car je ne peux pas donner de directive individuelle. Peut-être que le parquet s'emparera de cette affaire. Et si les faits dénoncés sont prescrits, ça n'interdit pas au parquet de mener une enquête, et j'ai d'ailleurs expressément demandé dans une circulaire au parquet, dans une hypothèse de cet ordre, qu'une enquête soit conduite, pour rechercher notamment si d'autres plaignants peuvent être concernés. Je n'entends pas faire d'autres commandes. Non, mais vous lui dites implicitement, continuez de vous battre, la justice est là pour ça, ne la fuyez pas. Madame, Et vous dites aux femmes, comme votre collègue Elisabeth Moreno ou Marlène Schiappa, il faut des plaintes devant la justice. C'est comme ça que ça se passe sur les plateaux. oui, madame, c'est la justice qui a la charge, bien sûr, de rendre des décisions de culpabilité ou d'innocenté. Il est essentiel que la parole se libère et nous avons tout fait, je dis bien tout fait, pour que la parole se libère dans les meilleures conditions pour les victimes. Et c'était une attente sociétale très très forte. Pour autant, je le redis, ça n'est ni sur les réseaux sociaux, ni sur les plateaux de télévision que l'on fait la justice. Oui, mais il y a quand même encore cette tension qui nous frappe toujours. Elle n'est pas récente. Il y a la présomption d'innocence qui vole en éclats immédiatement Madame, après le fait que... J'ai des choses bien plus importantes que ça. Mais c'est pas ça. À vous dire, pardonnez-moi, vous ne madame. sentez pas concerné par ça? Je me sens concerné comme tout le monde, madame, mais le garde des Sceaux, vous voyez, il est ministre de la Justice. Donc, M. Hulot a dit ce qu'il estimait devoir dire. Une émission de télévision sera diffusée ce soir. Je n'en sais pas davantage, je ne l'ai pas regardée. Et je dis que si des plaignantes dénoncent des faits criminels, ce que j'ai pu entendre, eh bien la justice pourra s'emparer de cela et faire son travail. La présomption d'innocence, je sais que c'est un sujet qui... Vous savez ce que c'est que la présomption d'innocence dans une acception simple, mais pas simpliste? C'est tout simplement cet impératif, madame, attendez une minute. N'allons pas trop vite. Voilà, c'est tout ce que je dis, et laissons la justice faire son travail. Je vous ai tout dit, madame, je vous ai tout dit. Je me souviens de M. Baudis, sur un plateau de télévision, s'expliquant, ruisselant de sueur. Chaque goutte de sueur était la démonstration absolue d'une culpabilité. Et d'innocente avérée, il s'est métamorphosé en coupable devant des millions de téléspectateurs. La présomption d'innocence, ça se respecte, je n'ai rien d'autre à dire, je ne connais pas ce dossier, je n'aurai pas à le connaître, même si la justice s'en empare. Laissons faire les choses. Ce que vous souhaitez d'une certaine façon, évidemment. Éric Dupond-Moretti, venons-en à cette tribune qui barre la une du Monde. Elle est signée, je le disais tout à l'heure, par 3000 magistrats. C'est un nombre considérable. Et c'est un nombre d'autant plus considérable que les magistrats hors syndicat sont généralement plutôt discrets. Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et chronomètre tout. L'origine de ce texte est douloureuse. C'est le suicide d'une magistrate. Elle avait 29 ans, c'était fin août. Les auteurs témoignent, plus qu'ils ne réclament de mesures spécifiques, mais en tout état de cause, est-ce que cette tribune, pour vous, garde des Sceaux, est un événement? Bien sûr. Elle a été signée par un tiers des magistrats de notre pays. Mais d'abord, madame, je veux commencer par ce drame. Vous l'avez rappelé, c'est une toute jeune femme qui se donne la mort. Et j'ai demandé une inspection de fonctionnement pour connaître le lien de causalité. Et notamment le lien de causalité professionnelle, les conditions de travail, ce suicide, d'autres causes. L'inspection générale de la justice n'a pas encore à ce jour rendu ses conclusions. Mais pour autant, et vous l'avez dit, cette tribune, elle est importante de par le nombre de signataires. Elle est originale en ce sens que ça n'est pas quelque chose de syndical, si j'ose dire. C'est la base, et il faut toujours écouter la base, qui dit son malaise et son mal-être. Qu'est-ce que c'est au fond que d'être magistrat aujourd'hui? Comment on peut le vivre? Et il se dégage de cette tribune une difficulté presque existentielle.
Et pour moi, il y a trois questions, madame. La question des moyens, la question de la considération que l'on doit aux magistrats et qui se délite, et des questions plus structurelles, notamment d'organisation du travail. La question des moyens, si vous me le permettez, j'ai été avocat 36 ans. J'ai vu le dénuement de la justice. Et d'ailleurs, dès que je suis arrivé au ministère de la Justice, je me suis battu pour obtenir des moyens. Un budget dont on a dit, et c'est vrai qu'il est un budget historique. Je ne l'ai pas fait qu'une fois, je l'ai fait 2 fois, puisqu'il y a plus d'1 an que je suis à la chancellerie. On avait une impérieuse nécessité d'intervenir et d'intervenir vite, parce qu'il y avait urgence. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? Je veux aller vite sur cette question, mais elle n'est pas neutre quand même. On a embauché 650 magistrats, 850 greffiers. J'ai envoyé dans les juridictions 2100 personnels, juristes assistants, assistants justice, renforts de greffe, pour aider les magistrats dans leurs tâches. Mais, et je le dis, cet effort n'est pas terminé. Il faut le continuer. Alors, ça, j'ai une question, si vous voulez. Je vous en prie. Parce que vous l'avez dit, vous avez été longtemps avocat, évidemment, vous êtes cogné au réel. Garde des Sceaux, vous l'avez dit aussi, mais et d'ailleurs, ça vous est crédité, vous avez obtenu des avancées fortes, des budgets comme jamais, et même vous avez donné dans le débat, il me semble, une place prépondérante à la justice. Avez-vous su, vous parliez de considération, avez-vous su parler aux magistrats? Attendez, je n'ai pas tout à fait terminé, madame. Vous ne voulez pas répondre à... Je vais répondre à cela. La question des moyens, c'est une des questions, et ce n'est pas la seule. Mais vous avez dit et merci de me relancer sur la question de la considération. La considération, je vais vous dire, tous les jours, je dis bien tous les jours, la justice est rendue responsable de tous les maux de notre société. On l'accuse d'être laxiste. Trop lente, inefficace. Je vais y revenir, moi je n'ai lu d'aucune question. Si une récidive intervient, c'est la faute des juges. Ah, ils avaient qu'à cogner plus fort. Voilà ce que l'on entend. Et nous verrons ensemble, si vous le voulez bien, qui le dit. Au point qu'il y a cette manifestation, un syndicat de policiers qui s'exprime, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent notre problème, c'est le problème de la justice. Mais comment les magistrats peuvent entendre cela? Et à ce moment-là, je voudrais vous faire remarquer que je suis le seul à monter sur la barricade, ou l'un des seuls. L'un des seuls quoi? À défendre la justice et à la défendre de façon républicaine. Défendre la justice, ça ne signifie pas, madame, qu'il ne faille pas la critiquer. Mais on ne peut pas la critiquer en étant populiste et nihiliste. Et pardon de vous dire qu'à ce moment-là, qui est-ce qu'il y a à cette manifestation? Les syndicats de policiers qui font une scénette où les magistrats balayent des cadavres. Et qui il y a, madame? Il y a toute la droite et toute l'extrême droite qui est là et qui applaudit à ces choses. Voilà, ça fait partie du manque de considération. Mais la considération, monsieur le garde des Sceaux, oui. Est-ce que vous allez les recevoir? Mais madame, c'est prévu vendredi. Demain? Oui, madame. Et ce qui est prévu également, c'est que nous travaillons sur toutes ces questions dans le cadre des États généraux de la justice qui ont été lancés le 18 octobre. Oui, madame, et qui ont été demandés par les 2 plus hauts magistrats de ce pays. Et il y a une troisième cause qui est extrêmement importante, c'est les questions d'organisation du travail. En particulier, ce que l'on appelle les clés de répartition emploi. Ça, ce sont des choses qui parlent aux magistrats. C'est du langage un peu techno, mais s'ils m'écoutent, ils savent de quoi il est question. Les questions organisationnelles, j'en ai tellement conscience que quand j'ai mis en place les États généraux de la justice, j'ai dédié 2 ateliers de travail à l'organisation et aux missions. Il n'y a pas que les magistrats, d'ailleurs, qui ont signé cette tribune. Il y a des greffiers également, pour redéfinir aujourd'hui ce que c'est qu'être magistrat et comment le magistrat s'inscrit dans son travail et dans ce que la société, au fond, lui demande. Et il est impérieux et impératif que les magistrats s'emparent de ces États généraux de la justice pour que nous la modernisions, cette justice. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Je vous en prie, Vous madame. dites, alors, vous les allez recevoir demain, une délégation. Ils sont 3000, vous allez en recevoir combien par parenthèse? Vous le savez
Ils seront nombreux, plusieurs je vais en délégations. recevoir un certain nombre. On va essayer de faire siège parquet, mais également juge d'application des peines, juge d'instruction. Je veux que ce soit évidemment éclectique et représentatif de ceux qui ont signé cette tribune. Je veux ce dialogue avec eux. D'ailleurs, j'ai un dialogue permanent avec les magistrats. Je suis entouré de magistrats. Il y a les conférences, ce qu'on appelle les conférences nationales, qui sont en réalité les interlocuteurs privilégiés du garde des Sceaux. Et il y a mes rencontres sur le terrain. Vous dites que j'étais le seul, à certains moments, à défendre la justice. Mais dans une interview à Nice Matin, ça m'intéresse que vous nous expliquiez ça, parce que vous dites textuellement « J'ai souhaité agir par étapes. Il a d'abord fallu réparer la justice avec un budget en augmentation de 33%. » Certains ont traduit, Éric Dupond-Moretti, la justice a été réparée et ils y ont vu une forme d'autosatisfaction déplacée. Madame, 2 milliards de budget, 33% d'augmentation. Des voitures vertes dans le cadre du plan de relance, a été réparée 500. Non, attendez, laissez-moi finir. Vous savez qu'on avait des problèmes de ramettes et de stylos quand même. Il y avait ce que M. Urvoas a appelé la clochardisation. Est-ce que vous pouvez me dire que 2 milliards d'augmentation, ça n'est rien, 33% de budget en plus? Il y a plus de 25 ans qu'on n'a pas vu ça, madame. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Mais je dis également, et j'ai toujours dit, que l'effort devait être poursuivi. Par exemple, quand j'envoie 2100 personnes dans les juridictions... Vous récusez cette interprétation de ce que vous avez dit. La justice est réparée, vous dites, elle commence à être réparée. L'urgence est réparée. On n'a pas fini. Mais bien sûr, mais madame, regardez, on a envoyé 2100 personnes dans les juridictions. Augmentation de personnel hors magistrats de 12%. Les magistrats disent, et ils ont raison, est-ce que vous allez pérenniser ça? Et moi je dis oui, bien sûr. D'abord, on ne pourra plus se passer de ces juristes assistants, de ces assistants justice, de ces renforts de greffe. Oui, bien sûr, bien sûr. On est face, et vous le disiez tout à l'heure, au désarroi du monde judiciaire, comme finalement il y a un désarroi aussi, on le voit bien, dans le monde des soignants. D'ailleurs, la tribune fait un peu le parallèle. Il y a de plus en plus de tâches, elles sont toutes de plus en plus prioritaires, en première ligne face aux maux de la société. Valérie Pécresse, vous n'a pas échappé, Valérie Pécresse, comme d'autres, sont en campagne. LR est interpellée sur la justice. La justice est noyée. La justice est noyée. Est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que c'est factuel? Écoutez, Mme Pécresse est en campagne, et ça ne m'a pas échappé, ça n'a échappé à personne, et c'est une grande opportuniste. Quand elle était au budget, madame, il y a moins 140 magistrats à peu près. 140 magistrats de moins. Nous en avons 650 de plus. Et pardon de vous dire que Mme Pécresse, avec un cynisme considérable, vient se lever dans cette tribune pour en obtenir le bénéfice politique, enfin du moins le croit-elle. C'est une de celles qui a tapé, mais comme une sourde, contre ce magistrat du parquet dans l'affaire Viry-Châtillon. Vous vous souvenez qu'on a fait dire à ce magistrat le contraire, le strict contraire de ce qu'il avait exprimé. Et certains ont cru devoir dire, qu'il avait au fond, s'adressant aux accusés, qu'il leur avait raconté qu'ils étaient les enfants chéris de la République, etc. Et quand on a regardé le réquisitoire prononcé par ce magistrat, parce qu'il l'avait noté, c'était un réquisitoire écrit, on a constaté qu'on lui avait fait dire le strict contraire. C'est parti de Mme Le Pen, et puis Mme Pécresse, qui ne perd jamais une occasion de courir derrière Mme Le Pen, a repris le relais et elle a tapé comme un sourd contre ces magistrats, que j'ai défendu naturellement, parce que c'était une fake news que l'on avait diffusée. Donc, ouais, les leçons de Mme Pécresse en matière de justice, c'est moins de magistrats qu'il y en avait. Et si elle avait fait, madame, ce qu'elle dit qu'elle fera, eh ben nous n'en serions peut-être pas là. Voilà ce que je veux dire à Mme Pécresse. Alors, ils disent aussi, les candidats LR, ce qu'ils feront. Oui. Par exemple, Michel Barnier, il sera notre invité demain, donc ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de ça. Il veut tripler le nombre de comparutions immédiates en y supprimant la présence des assesseurs. Est-ce que c'est une bonne proposition? Écoutez, dans les choses qui ressortent de cette tribune, il y a un véritable malaise, et notamment les magistrats expriment, je les rencontre souvent, la difficulté d'être seuls. Et ils ne souhaitent, mais absolument pas, être juge unique dans toutes les matières, et en particulier en matière pénale.
C'est ridicule. C'est ridicule. Et vous avez vu comment on nous jette les chiffres à la figure. 8 000 magistrats de plus, 9 000, 12 000, 20 000 à 15 30 000. 000 places de prison supplémentaires. Alors, on va en parler, si vous le D'un voulez mot, bien. pardon. Ah, d'un mot. Monsieur Bertrand, nous aurons fait, madame, nous aurons fait, et votre serviteur y a activement participé, nous aurons fait 75, en sorte qu'il y ait, dans ce pays, 75 000 places de prison nettes. Même 76 000, d'ailleurs. D'accord. Alors, Et net, vous voulez dire lancées ou construites? certaines Parce sont que construites, il y en a d'autres un sont en millier. voie de construction, et pour les autres, les terrains sont signés, et on attend le premier coup de pelle. L'engagement sera tenu en 2027. 76 000 places. En 2027. Monsieur Bertrand, il arrive, il fait du culturisme politique, il montre ses muscles, et qu'est-ce qu'il nous raconte? Moi, je veux 80 000. Ouais, 80 000 moins 76 000, ça fait, si je ne m'abuse, 4 000. Voilà ce que monsieur Bertrand fera. C'est tout Comment petit. vous dites, du culturisme? Culturisme politique. Euh, Vous savez, on montre ses muscles, et puis voilà, ça s'arrête là. 76 000. J'hésite entre 75 et 76 parce que nous avions 75 et maintenant un établissement pénitentiaire supplémentaire vient s'ajouter. 76 000 places de prison nettes. Ça, c'est ce que nous avions, ce que nous avons fait, c'est la mandature d'Emmanuel Macron. Je veux 80 000, ça fait 4 000 de plus. 4 000 de plus, monsieur Bertrand. Et pardon, il veut faire de l'amende forfaitaire, nous l'avons fait. Il veut supprimer le rappel à la loi, nous l'avons supprimé. Vous voulez que j'égrène toutes les mesures dont il parle, il ne sait même pas qu'elles existent. C'est quand même assez curieux. Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti. Je vous aurais bien demandé quelle sera la première mesure d'Emmanuel Macron. S'il est réélu, vous souhaitez qu'il le soit. Ah, évidemment. Et la première mesure en matière de justice, en un mot, parce qu'on est déjà en retard. Mais, Je m'en madame, excuse. nous avons les États généraux de la justice, Oui. et ce travail qui est un travail démocratique, tous nos compatriotes peuvent participer à ces États généraux. Il y a une plateforme, parlonsjustice.fr. Ce travail démocratique ne sera pas jeté à la poubelle. Si Emmanuel Macron est réélu, merci beaucoup, S'il est réélu. Éric Dupond-Moretti, d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI.